Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle, bienvenue sur Twitch, je suis Maëlle Lecor, je suis journaliste société chez Mademoiselle, média en ligne féminin et féministe. Alors on est très heureux ce soir parce qu'on inaugure un nouveau format, ça s'appelle Mad Prime, et dans laquelle on va décrypter une actualité internationale, nationale, enfin voilà, ce sera un petit peu en fonction de ce qui se passe, une actualité qui a retenu notre attention avec des experts, des intellectuels, des personnalités engagées. Voilà, on va expérimenter ça ce soir ensemble et on va aborder aujourd'hui le sujet de l'IVG. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, donc vendredi 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a révoqué l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait depuis 1973 le droit à l'avortement. Donc c'est une décision majeure dont les conséquences sont dramatiques et elles n'ont pas tardé à se faire sentir puisque dans l'heure, l'État du Missouri par exemple a fait passer une loi qui interdit l'avortement et que depuis d'autres États, au moins une dizaine, se sont engouffrés dans la brèche ou s'apprêtent à le faire. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur les conséquences que pourrait avoir une telle décision, y compris en Europe et y compris en France. Donc sur Mademoiselle, on en parle depuis maintenant quelques jours et on avait aussi envie de consacrer une émission à ce sujet. On avait envie d'en discuter avec vous. On avait aussi envie de répondre à vos questions parce que j'imagine que vous en avez beaucoup pour comprendre s'il existe effectivement aujourd'hui un risque de voir le droit à l'IVG remis en cause. Donc c'est l'occasion aussi de rappeler la situation actuelle quant à l'accès à l'avortement en France. Alors, je ne suis pas toute seule évidemment. J'ai un petit ventilateur qui va faire voler mes feuilles de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis avec 3 invités ce soir que je remercie vraiment beaucoup de nous avoir rejoints. Je vais les présenter tout de suite. Alors, on a avec nous Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es politiste, directrice de recherche à l'Institut IRIS, directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique, et tu es autrice du livre que je vois à côté de toi, La démocratie féministe. Merci beaucoup, tu es là ce soir. On va beaucoup parler avec toi de ce qui se passe aux États-Unis, notamment vu que c'est un peu ta spécialité, les US. On va un petit peu décrypter ce que c'est que Roe versus Wade, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ok, c'est le mot que j'entends depuis une semaine, mais en vrai, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est qu'un arrêt à la Cour suprême, bof, voilà. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ce grand bazar. À côté de toi, Sandra Vizzavona, pardon. Je suis sûre qu'on me fait mille fois le Vona qui se transforme en je suis désolée, vraiment. Alors, tu es avocate, donc on va parler de droit avec toi notamment. Et tu es aussi autrice d'un livre que j'ai à côté de moi cette fois. Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu, donc un livre de témoignages publié chez Stock où justement tu as donné la parole à des personnes qui ont vécu l'avortement. Voilà, donc c'est vraiment du témoignage, donc on va voir un petit peu différents sujets avec toi. On va avoir un petit peu de droit, mais aussi on va voir un petit peu l'aspect qu'est-ce que c'est l'avortement aujourd'hui en 2021-2022, voilà, comment on en parle aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut encore dire aujourd'hui, ce sujet féministe. Et à côté de toi, Alexandra De Souza Dantas, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es interne en médecine, donc on va plus parler de santé. Et tu es aussi membre de l'équipe du Révo. Alors peut-être expliquer aussi aux gens ce que c'est que le Révo, parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors le Révo, c'est le réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie. C'est un réseau de professionnels de santé qui a été créé en 2004 pour justement faciliter l'accès à l'IVG et à la contraception en Île-de-France. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'être là toutes les trois. On va passer 2 heures ensemble avec vous qui nous suivez sur Twitch. Restez avec nous et voilà, on est sur Twitch, donc participez, posez vos questions. Voilà, on a 3 spécialistes avec nous, donc c'est le moment si vous avez des questions sur ce qui se passe aux États-Unis, sur ce qui se passe aussi en France. Voilà, n'hésitez pas, envoyez des emotes, suivez la chaîne Twitch de Mademoiselle évidemment et abonnez-vous. Je vais commencer par une question peut-être un petit peu général, mais un peu pour se mettre dans le bain les unes et les autres. Comment vous avez accueilli ce coup de tonnerre vendredi après-midi j'allais dire qu'a accueilli tout le monde, pas vraiment, parce que cette décision, elle était un petit peu attendue quand même. Elle était même très attendue. Mais voilà, c'est quand même un peu un choc. Comment vous l'avez accueilli, avec quel sentiment, quelle réaction? Je ne sais pas, Alexandra, si tu veux commencer, si tu veux ouvrir le bal. Effectivement, je pense que comme toutes les femmes, très mal. Et ça prouve que le droit à l'IVG est un droit très fragile partout dans le monde et que rien n'est garanti. Et comme Simone de Beauvoir disait, finalement, il suffit d'une crise politique ou sociale pour que les droits des femmes soient remis en question. Ouais, c'est vraiment le mot qui revient beaucoup. Voilà, tout le monde s'est beaucoup référé à cette phrase depuis quelques jours. En fait, ça devient très concret finalement. C'est pas juste une belle maxime, mais en fait, ça il y a de vraies répercussions. Sandra, comment tu as perçu cette nouvelle? Un peu comme toutes les femmes qui sont sensibles à ce sujet, avec effroi.
On a beau, effectivement, on le savait, on n'était pas surpris, mais l'absence de surprise n'empêche pas finalement la sidération. Et effectivement, c'est surtout moi le lendemain matin, je me suis réveillée avec cette espèce de chape de plomb en me disant mais c'est pas possible. Enfin, quand même presque incrédule quand même. Ouais, c'est réel quoi en fait. Fou. Ouais. Marie-Cécile, comment t'as vécu ça? Observatrice des États-Unis, on s'y attendait, on voyait venir le truc depuis quelques mois. Il y a encore 4-5 ans, on aurait dit que c'était impossible un retour complet sur l'arrêt Roe versus Wade. Donc Jane Roe qui attaque, qui souhaite avorter, qui ne peut pas avorter dans les débuts des années 70. Et Wade, c'est le procureur du Texas qui lui refuse l'avortement. Et donc, ça va jusqu'à la Cour suprême, parce qu'un citoyen, une association peut aller jusqu'à la Cour d'appel. Et la Cour suprême, c'est l'immense Cour d'appel, qui est aussi en plus un équivalent de notre Conseil constitutionnel, plus de notre Conseil d'État, plus d'une Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est une super ça cour. Concentre tout ça, quoi. Voilà, ça concentre tout ça. Donc, il y a encore 4-5 ans, on aurait dit, même avec une cour à une grosse majorité conservatrice, on allait sans doute aller vers une fragilisation de l'arrêt, mais avec plus de latitude laissée aux États fédérés. Et puis le fait que la décision du Texas, il y a quelques mois, la loi au Texas interdisant l'avortement au bout de 6 semaines, la Cour suprême a refusé de l'examiner. En revanche, elle a accepté d'examiner une loi au Mississippi qui déclenche la décision de vendredi sur les 15 semaines, etc. Bon, sans entrer dans les détails, on voyait arriver le truc. Et puis bien sûr, il y a la fuite du brouillon des juges conservateurs il y a quelques semaines qui ne laissaient plus de doute quant à l'issue de vendredi dernier. Ouais, il y avait énormément de signaux en fait. Vraiment, justement, en parlant de signal, je voudrais qu'on regarde ensemble un petit extrait d'un TED Talk, d'une conférence de Catherine Colbert, qui est une journaliste et une activiste engagée sur les questions de droits sexuels et reproductifs, qui avait donné une conférence TED Talk justement en décembre 2021. Et qui aujourd'hui, en revoyant l'introduction, fait un peu froid dans le dos. En fait, ça rejoint vraiment ce que tu dis là justement sur les signes avant-coureurs. What's the Supreme Court going to do about abortion? They're not really going to overturn Roe versus Wade, are they? They can't do that, can they? I can't tell you how many people have asked me questions like this in recent months. It makes sense. I have argued 2 abortion cases in the U.S. Supreme Court, including the 1992 case, Planned Parenthood versus Casey, which is credited with saving Roe versus Wade. I was a co-founder of the Center for Reproductive Rights, and I spent 20 years of my career arguing on behalf of women who needed abortions and other reproductive health care. So my answer is depressing but direct. Roe versus Wade will be dead within the year. Voilà, elle termine cette introduction en disant Roe versus Wade sera enterré dans l'année. On est en décembre 2021. Voilà où on en est 6 mois plus tard. Et c'est de la part d'une personne qui est vraiment une vétérante un peu des droits sexuels et reproductifs aux États-Unis. Voilà, elle fait un peu son palmarès, mais en tout cas, elle dit dans cette introduction justement voilà tout ce que j'ai fait. Et quand les gens me disent mais non, ça peut pas arriver, je fais la traduction un peu rapidement, hein, mais non, ça peut pas arriver, elle dit bah si en fait, c'est là et ça arrive et c'est maintenant en fait. Voilà, ça va prendre très très peu de temps. Et t'en parlais justement du fait qu'il y a déjà eu des tentatives de réexaminer Roe versus Wade. Qu'est-ce qui fait que cette fois ça a fonctionné, que la demande formulée par le Mississippi en 2021 ça fonctionne finalement, ça aboutit à la décision qu'on a eue vendredi? Ça fonctionne en raison de la composition de la Cour suprême essentiellement, qui aujourd'hui a une majorité ultra-conservatrice, pour ne pas dire d'extrême droite, hein, avec 6 juges, 5 hommes, 1 femme, dont 3 nommés par Donald Trump, et 3 progressistes. Et dans les années précédentes, on était à soit 4 et 4, parce qu'il y a eu longtemps une place vacante, on va dire, soit 5 contre 4, avec le juge John Roberts, le président de la Cour suprême, qui est certes un conservateur, mais qui était très soucieux de l'image de la Cour à l'extérieur, de ne pas paraître comme étant trop idéologique. Là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il vote avec les 5 autres conservateurs cette décision. Donc, la composition vraiment très...
une forte majorité qui ne laisse pas la place à un compromis. Ce ne sont pas des gens qui sont nommés par hasard, qui arrivent par hasard. C'est-à-dire c'est le résultat, c'est le fruit d'un très très long militantisme, dont d'ailleurs les féministes peuvent prendre un certain nombre de leçons. Hein. Tous les progressistes doivent prendre des leçons de ce militantisme très patient depuis les années 80, qui a réussi à agréger une droite évangéliste et catholique, très, très, très liberticide sur les droits des femmes, des lobbies d'extrême droite comme la Federalist Society, par exemple, qui est notamment favorable à une lecture originaliste de la Constitution, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure. Et puis un parti républicain opportuniste qui, dans un pays où il n'y a plus de limitation dans les dons qu'on peut faire aux partis politiques en argent, a capté pas mal d'argent de lobbies ultra-conservateurs pour mener ses campagnes et pour se faire élire, notamment dans des États au niveau local. Et d'ailleurs, c'est toutes les tentatives ces dernières années, disons depuis une vingtaine d'années, de faire réexaminer indirectement Roe versus Wade, mais en faisant voter des lois ultra-liberticides limitant drastiquement l'avortement, ça vient des États fédérés conservateurs. Ils ont essayé. Ils ont affûté leur argumentaire, et cet argumentaire, cette fois-là, a marché. Et donc, voilà, notamment 3 juges nommés par Trump qui viennent ou qui sont proches de la Federalist Society, c'est-à-dire d'un lobby ultra-conservateur, ultra-religieux, d'extrême droite, qui n'est pas non plus très très friendly avec les questions LGBT, sans parler des questions raciales. Après, Et juste un dernier mot, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, bien sûr. Cette décision, c'est sans doute que le début d'autre chose, parce qu'elle se fonde sur une interprétation très très particulière du 14e amendement de la Constitution de la fin du 19e siècle, qui garantit le droit à la vie privée. Enfin, l'arrêt Roe versus Wade, il se fonde sur ce 14e amendement. Et là, on remet en cause une lecture de ce 14e amendement qui ne correspondrait pas à l'avortement, parce que finalement, il a été décidé par la Cour suprême à la fin du 19e siècle, disent les juges conservateurs, à une époque où l'avortement était interdit. Donc ça ne correspond pas explicitement, cet amendement-là, il n'a rien à voir avec l'avortement. Mais c'est une vision de la société américaine où les femmes n'étaient pas des sujets de droit. Je ne sais pas si je l'explique de manière claire. Si, c'est hyper clair. Et le problème, ça c'est déjà un énorme problème, parce que là, les juges étant nommés à vie, les démocrates en prennent pour 50 ans. Ou 40 ans. Le temps que la majorité soit changée. Sauf si on élargit on augmente le nombre de juges à la Cour suprême. Ce qui pourrait arriver, ça. Mais il faut une conjonction il faut un alignement de décisions institutionnelles qui est, pour l'instant, vu les rapports de force à Washington, n'est pas à l'ordre du jour. Le mariage, la Cour suprême qui valide le mariage, qui déclare constitutionnel le mariage entre personnes de même sexe en 2015. La loi qui déclare constitutionnelle la contraception dans les années 60 et tout un tas d'autres lois comme ça sont fondées sur le 14e amendement, qui à l'époque du 9e siècle ne parlait pas de mariage de même sexe ou de contraception, certainement pas. Donc c'est peut-être que le début d'autre chose. Mais c'est ce que justement dit un des juges de la Cour suprême, Clarence Thomas, qui justement le dit, c'est même pas dissimulé, hein, c'est assez explicite sur les intentions justement. Ce qui est intéressant aussi, et je pense que ça a choqué beaucoup de gens, c'est que dans l'heure, j'en parlais en introduction tout à l'heure, dans l'heure, on a des États qui tout de suite font passer des lois. Comment c'est possible, ça, d'un point de vue justement des trigger laws, les lois gâchettes. Les fameux trigger laws. Et c'est vrai que on tombe un peu de la commode quand même en découvrant que d'un coup comme ça peut tomber. En fait, tout est déjà conçu pour que ça se passe. Tout est déjà prêt. Et d'ailleurs, moi, je m'interroge sur l'urgence de faire voter ces lois-là. C'est-à-dire que sur la pile des dossiers de certains gouverneurs ou de certaines assemblées locales, parce que les États-Unis sont un pays où les États fédérés votent leurs propres lois, etc. Elles ne sont pas au-dessus de la loi fédérale, mais elles ont quand même une grande liberté. C'est un pays qui permet ça, contrairement à nous. C'est pas comme les régions chez nous.
Ça veut dire que le texte était déjà prêt et que donc c'est une priorité sur leur agenda. C'est une priorité sur leur agenda de restreindre, restreindre les droits des femmes d'une manière générale. Et comme le dit Alexandria Ocasio-Cortez, ça n'a rien à voir avec pro-life ou les babies, ou etc. Puisque 2 jours avant, la Cour suprême prend un arrêt, prend une décision, 2 jours avant, ou la veille même, peut-être 24 juin, déclarant que l'État de New York n'a pas le droit d'empêcher les citoyens de sortir avec leur propre arme à feu. Donc, dans un cas, on est dans la liberté qui doit être laissée aux États fédérés, c'est l'avortement. Et dans un autre cas, non, les États fédérés n'ont pas le droit de décider de restrictions sur la Oui, donc c'est totalement hypocrite. Voilà, c'est à géométrie, variable. Et donc, les trigger laws, les lois gâchettes, elles sont déjà prêtes. Donc, dans les représentations collectives de certains États ultra-conservateurs, gouverneurs, assemblées locales, etc., c'est une priorité de restreindre les droits des femmes. Et d'autres lois sont en préparation localement pour empêcher les femmes d'aller avorter dans un autre État, pour les empêcher, pour leur interdire de commander sur Internet la pilule abortive. Bref, on voit bien l'imaginaire qui est en jeu et qui est très concret, c'est très pratique, c'est très concret sur la vie des gens. Limiter la liberté de mouvement, empêcher l'autonomie économique, faire des études, vivre sa propre vie, disposer de son corps, et puis évidemment... Ça pourrait avoir un effet domino de restrictions qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est la suite. Et sans doute que l'objectif de ces gens, c'est que l'avortement soit interdit au niveau fédéral. Parce que là, l'Amérique est coupée en deux. Une partie des États qui vont l'interdire drastiquement et qui vont sans doute essayer de limiter, voire d'interdire complètement la liberté de mouvement des femmes, etc. Voilà. Mais il y a aussi d'autres États qui sont en train de renforcer l'accès à l'avortement, de débloquer des fonds pour que les femmes puissent voyager. Voilà. Ou des villes sanctuaires, des États sanctuaires. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est une question de santé, mais il y a des spécialistes ici pour en parler. Je fais une petite parenthèse, parce qu'on a eu une question de Loubi123 qui arrive pour la première fois sur le chat. Bienvenue. C'est plus une remarque, mais peut-être que ça va vous faire réagir. En France, avec le désert médical qui s'intensifie, il est encore difficile de trouver des structures où avorter. C'est un sujet aussi qu'on va aborder. 4 femmes sur 10 ne connaissent pas les différentes méthodes d'IVG. Il y a encore des efforts à faire. Certains politiques d'extrême droite ont déjà évoqué il y a quelques années en France de revenir sur la gratuité de l'IVG. Effectivement, avec en plus une arrivée en masse de députés Rassemblement National, c'est évidemment des choses qui préoccupent beaucoup. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que la question des déserts médicaux, elle se pose aussi en termes d'accès pratico-pratique finalement. Je ne sais pas si par exemple dans les témoignages que tu as reçus, que tu as mis en valeur justement dans ton livre, c'est des choses qui revenaient par exemple. Alors, elle ne parlait pas de déserts médicaux, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles avaient eu... elles avaient attendu... elles avaient un délai d'attente de 3 semaines avant d'avoir un rendez-vous au planning familial. Donc oui, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une loi qui a été votée cette année en mars 2022. Il y avait effectivement il y a un souci d'accès à l'avortement en France, oui bien sûr. Justement, c'est aussi quelque chose que tu vois, mais on va y revenir peut-être un peu plus en détail, mais Alexandra, c'est vrai que toi c'est quelque chose que tu constates, vu que c'est quand même l'objectif aussi du Révo dans lequel tu es. Effectivement, il faut savoir qu'en France, en 2018, il y avait environ 3% des professionnels de santé qui peuvent pratiquer l'IVG. Donc, ce sont les médecins généralistes, les gynécologues et les sages-femmes qui pratiquaient en libéral l'IVG. Donc, c'est extrêmement peu. Et justement, une des missions du Révo, c'est de former encore davantage de professionnels de santé pour augmenter l'offre d'IVG. Donc effectivement, c'est une mission qui est extrêmement importante et la démographie médicale, malheureusement, va persister. Donc c'est un enjeu majeur, effectivement. Je vais revenir un petit peu aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du nombre de chocs qui va s'étendre au-delà des États-Unis. Justement, comment on explique que cette décision peut dépasser aussi les frontières? Comment on peut expliquer ce pouvoir-là? Je ne suis pas sûre qu'il y ait une onde de choc des anti-avortements, parce qu'ils n'ont pas attendu les États-Unis pour le faire. On voit déjà la Pologne, Malte, où c'est toujours interdit. Il y a des tentations aussi en Hongrie. Et puis Vox, le parti d'extrême droite en Espagne, a ça en tête, sans parler du Brésil de Bolsonaro, qui il y a quelques jours a dit « Je ne comprends pas qu'on ait laissé une fillette de 11 ans
avorter, enfin c'est n'importe quoi, etc. Donc moi j'ai plutôt l'impression, mais après c'est difficile de faire des prévisions, que ça va au contraire mobiliser les défenseurs et défenseuses de l'avortement. On le voit en France avec quand même une prise de conscience que oui, tout peut basculer avec ce débat sur la constitutionnalisation de l'IVG et les féministes sont des personnes qui sont capables de mobilisation, d'un grand pouvoir d'influence. Et puis, les idées circulent, les mouvements circulent, on voit ce qui se passe ailleurs, on est influencé par ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment une circulation des influences féministes dans le monde. Donc, ça peut avoir peut-être plutôt cet effet-là qu'une onde de choc réactionnaire qui n'a pas attendu les États-Unis pour le faire, à mon avis. Mais on va observer ça. Oui, bien sûr. Il y a aussi une loi dont on parle assez peu, mais le Japon, là, récemment, a fait voter une loi selon laquelle on ne peut plus avorter sans l'autorisation de son conjoint. Ouais. Oui, tout à fait. Quand même aussi complètement aberrante. Ouais, complètement. On en parle beaucoup moins. Et Israël, il y a 2 jours, vient d'adopter une disposition, je ne sais pas si c'est d'ordre législatif, mais une disposition pour faciliter l'accès à l'avortement, au contraire, en réaction à ça. Mais oui, voilà, c'est les deux, en fait. Oui, les deux vont... Enfin, il va y avoir un affrontement quand même, mine de rien, une résistance en tout cas qui s'organise. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des mobilisations qui se mettent en place, et même si voilà, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de raison, les femmes françaises ne sont pas touchées à l'heure actuelle, mais mine de rien, il y a quand même un esprit de solidarité en tout cas qui se met en œuvre. Justement, on a posé la question, enfin on a incité aussi nos lectrices sur MAD à nous envoyer leurs questions si elles en avaient. Je vais justement en lire une de Coupiou qui demandait est-ce que des manifs sont prévus en France pour lutter contre la situation aux USA ou trouver des infos. Alors oui, j'étais un petit peu faire le tour des rassemblements qui sont prévus prochainement, puisqu'il y en a déjà eu évidemment vendredi juste après l'annonce, qui était déjà initialement prévu avant qu'on sache la révocation de Roe versus Wade. Mais voilà, il y en a d'autres qui se mettent en place, qui ont lieu cette semaine et qui auront lieu d'ici vendredi et samedi. Il y a un rassemblement prévu à 18h à Metz. À Paris, évidemment, il y aura un rassemblement aussi, à Grenoble, à Brest, à Bordeaux, à La Roche-sur-Yon. Voilà, je vous invite pour avoir les infos, que ce soit dans ces villes-là, mais dans d'autres aussi, parce que voilà, c'est seulement quelques noms de villes, je ne peux pas toutes les citer, mais évidemment, rapprochez-vous des associations féministes locales proches de chez vous, les antennes locales du planning familial, évidemment, qui sont mobilisées sur ce sujet, nous toutes aussi, qui est très vocale là-dessus. Donc voilà, via Facebook, via Instagram, voilà, n'hésitez pas à aller chercher les infos justement pour essayer de trouver le rassemblement le plus proche de chez vous. Voilà, donc effectivement, il y a quand même des mobilisations qui sont en route. C'est intéressant de voir quand même que ça mobilise autant encore la question de l'avortement en 2022, que c'est pas du tout un sujet d'arrière-garde, que même quand directement on n'est pas touché par une menace directe, il y a quand même quelque chose qui est en jeu, quoi. Ça mobilise parce qu'effectivement, il y a eu ce coup de tonnerre. Mais avant, ça intéressait quand même très peu de personnes. Je veux dire, la loi qui a été votée là, cette année, quand le Sénat a refusé de la voter, quand l'Assemblée nationale a fait un coup de force en proposant, 90 amendements dans la nuit pour être sûr que ça ne serait pas voté, je pense qu'il y a 3 journalistes qui en ont parlé. Franchement, il y avait un énorme silence et ceux qui s'intéressaient au sujet, on se disait mais c'est fou, tout le monde s'en tape complètement en réalité de ce problème d'accès à l'avortement en France. Donc là, oui, il y a une grande mobilisation, on peut que s'en réjouir, mais il y a aussi un gros coup politique. C'est pas, on va pas se leurrer. Oui, bien sûr, c'est effectivement, il y a une question de contexte politique et justement, voilà, on l'a rapidement dit tout à l'heure, mais il y a cet enjeu de la constitutionnalisation qui arrive justement qui avait été retoqué même récemment, quand même, avec une proposition de loi, voilà, qui avait été mise de côté. Justement, qu'est-ce que ça permettrait, qu'est-ce que ça signifie déjà de constitutionnaliser un droit? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on en fait un droit fondamental et qu'aucune loi ne peut être votée par le Parlement qui remettrait en question ce droit. Donc en fait, il est garanti et l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement, ne pourraient pas venir remettre en question un droit qui est sacralisé par la Constitution. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a comme exemple, par exemple, de droits qui ont déjà été inscrits dans la Constitution? Alors là...
Il y a tous les grands principes. Déjà, il y a la Déclaration des droits de l'homme qui est dans le préambule de la Constitution. Il y a le droit à la vie privée. Il y a le droit... en fait, il y a toute une catégorie de droits différents. Là, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que ça remonte à loin, mon cours de droit constitutionnel. Mais oui, par exemple, le droit à la vie privée, c'est un droit qui a été constitutionnalisé, à mon sens. D'accord. Le processus pour constitutionnaliser, ça passerait par un référendum Pas nécessairement. Ça peut, notamment, mais ça peut aussi passer par le Parlement avec beaucoup de conditions. Alors, tout dépend. Si l'initiative émane des parlementaires, dans ce cas-là, ça doit nécessairement passer par un référendum. Voilà, si c'est une proposition de loi d'un parlementaire, il y a nécessairement un référendum. Si c'est un projet de loi qui émane du gouvernement, dans ce cas-là, non, il n'y a pas nécessairement de référendum. En fait, le président a le choix entre soit soumettre au référendum, soit soumettre au Congrès, qui est la réunion des deux assemblées. Justement, peut-être, je m'adresse à vous trois, mais justement, l'idée d'un référendum sur la question de l'avortement aujourd'hui en 2022, est-ce que symboliquement, c'est pas un risque aussi d'ouvrir un peu les vannes à des discours réactionnaires qui ont déjà cours à d'autres niveaux aujourd'hui, peut-être, mais voilà, qu'est-ce que ça signifierait symboliquement aussi Alors on entend beaucoup ça là ces derniers jours, que c'est dangereux parce que ça va rouvrir des débats, etc. Et moi j'ai envie de dire à ça, j'ai envie de répondre à ça, que c'est précisément en raison de la peur d'attiser des polémiques que les démocrates n'ont rien fait pendant 40 ans. Ils ont eu tellement peur de cliver un peu plus la société, alors qu'aujourd'hui, les 2/3 des Américains, c'est pas du tout un pays réactionnaire dans son ensemble, les 2/3 des Américains étaient favorables au maintien de l'arrêt de 73. Donc c'est un pays beaucoup plus progressiste que la Cour suprême veut bien, le laisse penser avec sa décision. Et d'ailleurs, elle contourne les voies démocratiques pour prendre des décisions qui sont jurisprudentielles et non pas légales. Donc, il faut du courage politique. C'est-à-dire, si on a peur de la réaction des gens, on ne fait pas voter le mariage pour tous. On ne fait même pas voter la loi Veil. On ne fait pas voter la loi sur la peine de mort, qui interdit la peine de mort. On fait rien. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ce type de débat parce qu'on laisse toute la place aux autres. Et vraiment là-dessus, l'exemple américain, même si c'est un système différent, etc., mais quand même, dès qu'on laisse une brèche, dès qu'on est timide sur un sujet de société parce qu'on a peur de cliver, lui donner de la visibilité ou de l'importance. En face, ils n'ont pas peur de cliver, ils y vont. Donc oui, évidemment, ça va réactiver. Déjà, on voit bien. François Bayrou qui dit non. Oui. Il n'y a pas de problème, c'est pas la peine, il y a d'autres urgences, etc. Et puis le RN, on a presque 89 députés RN, et là, les masques vont tomber. Et à droite aussi, s'ils ne sont pas déjà tombés. Bien sûr. Mais il y a aussi des changements d'avis aussi. Enfin, on pense à Yael Braun-Pivet qui justement était sur une ligne en 2018 plutôt c'est pas nécessaire, il n'y a pas de menace directe. Où là justement la majorité est plutôt prompte à dégainer. Voilà, moi je trouve ça bien qu'on puisse changer d'avis. C'est une marque d'intelligence politique de changer d'avis. Évidemment, il y a toujours, on peut toujours soupçonner un peu de calcul politique, mais ça c'est la vie politique, c'est normal. Oui, bien sûr, ça fait partie. Mais je trouve qu'il faut le voir plutôt d'une manière moi je le vois plutôt d'une manière positive, plutôt c'est une note d'espoir et qu'on se rend compte qu'il y a des réalités qu'il faut prendre en compte et ne plus s'abriter derrière des postures. Et justement, tu parlais du mariage pour tous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne sais pas, je m'adresse à vous trois, mais vraiment ce risque de voir recommencer un cirque médiatique, législatif, un peu comme on a eu en 2012-2013, où effectivement l'opinion publique est pour, la société est prête, mais quand même on a des mois et des mois de débat. Alors, ce n'était pas un référendum, évidemment, mais voilà, c'était quand même quelque chose qui a été il y a eu un courage politique. Il faut saluer ça quand même. Il y a eu un courage politique, même si l'opinion était favorable, de faire passer cette loi, Taubira, et de passer outre l'opposition, les réactions et les haines extrêmement violentes. Il faut se rappeler. Oui, bien sûr. Vous vous rappelez évidemment. Je dis ça pour tout le monde. Les haines. Nous, on en a reçu aussi dans nos propres professions parce qu'on était engagés, on écrivait sur ces questions-là. C'était des choses. Et bon, voilà. Donc, quand on a du courage politique et qu'on assume
qu'on assume une certaine évolution de la société, eh bien, il faut y aller. Sinon, c'est pas la peine de faire des lois et de faire de la politique. Du coup, vous en pensez quoi de cette inscription dans la Constitution? Voilà, un beau symbole ou quelque chose, voilà, qui est vraiment nécessaire? Comment les unes et les autres, comment vous positionnez là-dessus? Moi, je trouve ça c'est bien parce que ça sera plus difficile à attaquer. Ouais. C'est symbolique, évidemment, mais c'est concret aussi parce que ça sera plus difficile à attaquer. Sandra? Oui, c'est exactement la même réponse. Ouais. Et puis, à partir du moment où on se pose la question, il faut y aller. Là, on ne peut pas... revenir en arrière, finalement, sera symboliquement... La question a été posée, la réponse, elle est évidente. Donc, il faut y aller, sinon, c'est dramatique, c'est dangereux. Et, donc, il faut le faire maintenant. Ouais. La question du symbole, du coup, toi aussi, en tant que professionnel de santé, comment tu la perçois? Effectivement, c'est probablement même fondamental que ce droit soit constitutionnel. Ça permet de le garantir une fois pour toutes et également effectivement d'envoyer vraiment un signal en disant qu'en France, il ne sera jamais remis en question. Donc, et encore une fois, ouais, effectivement, et je répète encore ce que Simone de Beauvoir disait, mais vraiment, et on le voit là avec l'arrivée des députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale, où il suffit finalement d'une étincelle pour que ce droit puisse être mis en question. Après, il faut des moyens aussi. C'est bien d'inscrire dans la Constitution, mais il faut aussi débloquer des financements pour que toutes les femmes puissent avoir accès à et les filles et les garçons puissent avoir accès à l'information à laquelle ils et elles ont droit, et donner des moyens à la santé et aux associations pour faire leur travail. Ça, c'est fondamental. Et c'est pas des milliards. Ouais, complètement. Aujourd'hui, sur la perception de l'IVG, on a l'impression encore que ça doit être quelque chose qui doit être mal vécu, ça doit être encore un drame, comme disait Simone Veil justement quand elle était à la tribune, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu resté malgré une adhésion globale à l'IVG. On a encore cette idée qu'il faut que ce soit un traumatisme pour les femmes. C'est d'ailleurs le mot qu'avait utilisé Emmanuel Macron au moment de l'allongement du délai, sur lequel lui était pas du tout pour, et il avait d'ailleurs pas hésité à le dire. Justement, c'est aussi peut-être un moment pour justement contrer ces préjugés, peut-être, je sais pas. Laquelle d'entre vous a envie d'en dire un mot aussi là-dessus? Effectivement, en fait, il faut vraiment faire comprendre que l'IVG pour une femme, c'est une solution. Une solution à un moment de la vie où il y a une grossesse qui est non désirée et qui empêche cette femme de réaliser ses rêves, ses études, d'avancer dans la vie. Donc, dès lors qu'on aura vraiment compris que finalement l'IVG c'est une solution, tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour, et notamment cette notion de traumatisme, finalement disparaîtront, effectivement. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais... C'est d'abord un droit avant d'être un traumatisme. C'est d'abord un droit. Et c'est vrai que ce storytelling de la dramaturgie est absolument insupportable à entendre, parce qu'on parle pour les femmes. Alors que la réalité de chacune est très différente, est très personnelle, et d'ailleurs les femmes n'ont pas à se justifier de vouloir avorter. Chacune a ses raisons, et c'est d'abord un droit. Pour beaucoup, c'est un énorme soulagement, c'est une liberté immense. Et moi, ce qui me dérange, c'est quand on parle au nom d'eux, mais ça on le fait très souvent pour les femmes, pour d'autres catégories de femmes on le fait, c'est régulier. On parle au nom sans écouter, mais ça c'est toi qui as fait aussi ce travail. C'est le point de départ, oui, en plus voilà. Du livre, il me semble. C'est vraiment que, en fait, il peut y avoir des vécus différents de l'IVG, et ils vont tous être valides au final. Ils ont tous leur légitimité. Ils sont valides, ils n'ont pas à être validés. Il y a pas de, ils n'ont pas nécessairement à être racontés. Moi, j'avais envie justement de clouer le bec à cette idée selon laquelle l'avortement était toujours un drame. Donc j'ai eu envie justement d'avoir une pluralité de voix pour démontrer que chaque femme a son histoire qui lui est propre, singulière. Et effectivement, j'ai réussi à obtenir que
plusieurs femmes me parlent et qu'elles me racontent leur histoire avec beaucoup de sincérité. Et oui, j'ai eu ce que je suis allée chercher. J'ai eu celles qui en ont beaucoup souffert, celle qui m'a dit que c'était comme ça, se faire arracher une dent. Voilà. Ça prend 5 minutes, c'est désagréable, mais une fois que c'est fait, on n'y pense plus. J'ai eu celle qui a mis des années à s'en remettre, celle qui regrette, celle qui est soulagée. Il y a tout. Mais c'est surtout qu'effectivement, c'est ça, c'est que c'est à elles d'en parler. C'est pas aux hommes. Bien sûr. Alors, et de projeter. C'est pas aux femmes qui ont jamais sûr. avorté. C'est pas. Voilà, et cette parole, elle est encore pas du tout libre. On se sent pas autorisé à en parler, on sent qu'on dérange. Il y a un tabou qui demeure là-dessus. Un tabou énorme. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai commencé à faire ce travail. À chaque fois que je demandais autour de moi, parce qu'il fallait bien que je rencontre des femmes autres que mes copines, et à chaque fois que je demandais à quelqu'un, est-ce que tu as autour de toi des femmes qui ont avorté, qui accepteront de me parler, mais quasiment tout le temps, on me répondait, ah bah oui, mais non, mais je vais pas lui en parler, ça a dû être horrible, c'est super gênant. Et en fait, quand j'avais accès à ces femmes, elles étaient toutes très heureuses de pouvoir enfin être écoutées, raconter leur histoire. Avoir la main sur le récit aussi, finalement. Et puis, en fait, il y en a beaucoup pour lesquelles... déjà, moi, j'ai halluciné de me rendre compte qu'on passait 3 ou 4 heures ensemble. Quasiment toutes, elles m'ont dit qu'elles n'en avaient jamais autant parlé. Parfois, elles n'en parlaient même pas à leur conjoint, elles en parlaient peu à leurs copines. Elles n'osent pas en parler. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est fou. Ouais. C'est hyper déroutant en fait de voir que malgré l'acceptation finalement, il y a quand même une chape de plomb sur les récits, sur les paroles encore. Ah ouais, il y a une chape de plomb et puis il y a toujours cette idée qui est celle qui a été horripilante dans la prise de position d'Emmanuel Macron cet été, c'est qu'à partir du moment où on considère que c'est traumatisant pour les femmes, on véhicule l'idée qu'elles ont commis une faute, qu'il y a une culpabilité qui doit être vécue, qu'on s'en remettra jamais, et ça muselle en réalité. Oui, bien Cette sûr. ambiance et tout ce climat fait qu'on se sent, on s'auto-muselle, on s'autorise pas, on a vraiment quasiment tout le temps l'impression qu'on a fait une grosse bêtise. Alors j'ai quelqu'un qui commente, il dit ça c'était avant, les jeunes en parlent aujourd'hui. Justement dans la diversité de témoignages que tu as eu, est-ce que c'est si vrai que ça qu'aujourd'hui les jeunes sont plus promptes à en parler? Ça dépend. Moi les 2 que j'ai eus, il y en a une qui en avait parlé à quasiment aucune de ses copines. Et pourtant, c'était pas du tout un milieu. Justement, elle venait d'une mère ultra féministe, hyper libérée, mais elle en avait parlé à quasiment aucune de ses copines. Elle n'avait pas osé en parler à son mec au début, parce qu'elle se disait, il va me juger. J'avais peur qu'il me prenne pour une idiote, d'être tombée enceinte. Non, ça, je suis pas sûre que ça ait changé à ce point-là, non. Je sais pas, peut-être que tu t'en vois plus. Je pense que finalement, peut-être que la libération de parole, ça passe plus par le fait qu'il y a plus de ressources fiables sur l'IVG. Là, notamment dans le réseau Revo où je suis, on a développé plusieurs médias, donc un site internet IVG les infos. On a également sur les réseaux sociaux à chaque fois une présence pour informer les femmes sur les différentes méthodes, sur ce qu'elles ont droit. Et c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait moins de ressources justement fiables. Et on l'a entendu aussi, notamment sur un moteur de recherche Google, où il y avait des sites référencés qui étaient plutôt, qui se disaient... Le premier qui est arrivé, ivg.net, était par exemple complètement orienté, on va dire, pour le dire gentiment, mais orienté pas dans un sens pro-choix, en fait. Exactement. Et on se met à la place d'une femme qui fait des recherches et qui tombe sur ce site-là. Effectivement, c'est inacceptable. Donc, probablement qu'on en parle plus parce qu'il y a plus de ressources d'informations fiables. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes assez sage sur le chat, mais c'est bien. Mais en tout cas, allez-y, posez vos questions. On est là pour y répondre. Je vois que l'heure tourne et que tout va bien. On va regarder un petit extrait aussi d'une intervention, d'une réaction justement à la révocation de l'arrêt Roe versus Wade. L'intervention de la coprésidente du planning familial, Sarah Durocher, justement, qui réagissait. En fait, nous, au quotidien,
le planning familial et les autres associations féministes et organisations politiques, on dénonce les difficultés d'accès à l'avortement, les mouvements anti-choix qui sont aux États-Unis, on le voit bien, qui sont en Europe aussi, puisqu'on voit bien que dans les pays comme en Pologne, en Ukraine, en Italie et en France, c'est existant aussi. Le droit à l'avortement peut être restreint, peut être entravé, et l'accès en France, c'est une réalité, c'est une vraie réalité. Sarah Durocher, restreint, entravé, mais comment? Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, tout simplement, puisqu'il y a des mouvements anti-choix aujourd'hui qui font de la désinformation sur l'avortement. Et aujourd'hui, en fait, une femme qui en demande d'informations sur l'accès à l'avortement, elle peut être en difficulté, tout simplement pour avoir une vraie information. Il y a énormément encore de mauvaises idées qui passent sur l'avortement. Il y a des sites, des numéros de téléphone aujourd'hui qui sont présents sur Internet et qui font que les femmes ont une mauvaise information. L'autre chose, c'est qu'on manque cruellement de médecins, de structures, d'accueil sur la question de l'avortement. Et aujourd'hui, une femme, selon la région là où elle habite, elle peut être en difficulté tout simplement pour accéder à ce droit-là. Pourtant, il existe dans la loi. En fait, nous, au quotidien, le planning familial et les autres associations féministes et organisations. Je me disais aussi, on allait repartir sur un loop. C'est intéressant ce qu'elle dit, justement, sur la question de... Effectivement, on a parlé tout à l'heure de sanctuariser le droit à l'IVG. Dans les faits, il y a quand même aujourd'hui des problèmes en termes d'accessibilité, tout simplement. C'est-à-dire que... mais je pense que, Alexandra, tu sauras le dire bien mieux que moi, mais c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas à égalité dans l'accès à l'IVG. Bien sûr, il existe de grandes disparités territoriales en France. Par exemple, qu'une femme habite en zone urbaine ou en zone rurale, au sein même d'une région, selon les départements où on habite, ou même en métropole versus territoire d'outre-mer. Donc, il y a de vraies disparités territoriales. Donc, effectivement, l'accès à l'IVG n'est pas optimal, n'est pas optimisé en tout cas. Et tout l'objectif, donc là il y avait une intervention du planning familial, donc le planning familial et plein d'autres structures et réseaux, il y a les réseaux de périnatalité, il y a le Révo pour l'Île-de-France qui justement travaille au quotidien pour former plus de médecins, plus de sages-femmes à l'IVG, notamment médicamenteuses en ville, pour accompagner les structures dans l'accueil des femmes qui font une demande, parce qu'il y a aussi là un problème, au-delà des sources d'information qui sont illégales, il y a également des fois des accueils qui sont limites dans des structures. Qu'est-ce que tu entends par justement des accueils limites ? Par exemple, où on donne un délai un peu trop long alors que finalement il y a une place, mais c'est pour que ce délai puisse permettre éventuellement à la femme de réfléchir. Le fameux délai de réflexion. Effectivement, normalement, dès lors qu'une femme fait une demande, on est censé proposer un rendez-vous dans les 5 jours. Donc voilà, c'est tout le travail de ces structures, donc le planning familial, le Révo et d'autres, pour former plus de médecins, effectivement, et sages-femmes. Effectivement, il en manque. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais, parce que justement, est-ce que ça veut dire que les formations d'origine, les médecins font un peu l'impasse sur certaines choses d'un point de vue, sur la question de l'IVG, par exemple, en termes d'accueil, en termes, je sais pas, d'écoute des patientes, etc. Il y a des choses qui manquent à la base des formations ? Effectivement, dans la formation dite théorique initiale des internes, on apprend à accueillir une femme, à répondre à ses questions et voire de pratiquer l'IVG, mais ce n'est pas systématique et en tout cas c'est hétérogène selon où on se retrouve. Et cette formation, elle reste effectivement lacunaire. Donc c'est encore une fois le rôle et le Révo où je suis propose des formations aux internes, propose des formations aux sages-femmes. Ces formations, elles sont financées par l'ARS parce qu'on parle des subventions, notamment c'est les structures qu'évoquait la personne du planning familial qui sont des fois également subventionnées par des conseils départementaux, par des régions. Et malheureusement, c'est vrai qu'il faut contrecarrer ça. Donc, il y a là, notamment l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France qui finance le Révo pour essayer de contrecarrer tout ça, effectivement. Oui, tout à fait.
Mais justement, oui, on parlait tout à l'heure des techniques de désinformation. Justement, il y a eu cet enjeu de l'entrave à l'IVG, et ça en fait partie de l'entrave à l'IVG, c'est-à-dire de la diffusion de mauvaises informations. Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment efficace aujourd'hui ? Alors, pas vraiment. Malheureusement, il existe des moyens pour que les femmes puissent justement dénoncer des professionnels de santé qui entravent leur parcours IVG, mais il en existe encore beaucoup trop. Et effectivement, c'est un problème. Alors peut-être qu'après, je me trompe, c'est 2 ans d'emprisonnement pour un délit d'entrave, mais cette clause de conscience que met en avant certains professionnels de santé dans la loi de 2022 portée par la députée Madame Gaillot, justement, il y avait cette envie de supprimer la clause de conscience, mais finalement, ça n'a pas été voté. En tout cas, il y a eu plusieurs oppositions. Donc ça aussi, il y a tout un travail. Pourquoi on s'y accroche d'ailleurs à cette question de la clause de conscience aujourd'hui ? Pourquoi on a un peu l'impression que c'est un peu un enjeu assez intouchable finalement ? Pouvoir des médecins, le pouvoir d'influence des médecins, je pense. Une question de pouvoir. Des gynécologues qui est très très puissant. Garde la main sur le contrôle. Ouais. Et dans certains pays comme l'Italie, c'est un vrai souci, la clause de conscience, parce que le poids du pouvoir médical est allié peut-être aussi au poids de la religion. Je ne sais pas, on peut le supposer, a un effet d'entrave énorme sur l'accès à l'avortement, plus qu'en France, mais en France, ça existe encore. En Italie, je crois que c'est de l'ordre de 85% des médecins qui refusent, qui font valoir leur C'est énorme, on a une conscience. chance, quasiment une chance sur 10 d'avoir un médecin qui finalement va pas jouer ça. Sur le délit d'entrave, je voulais juste revenir. En fait, la loi, elle a été... il y a eu une interprétation du Conseil constitutionnel qui est venue beaucoup limiter en réalité l'effectivité de cette loi. Et en fait, il y a une des réserves qui a été apportée par le Conseil constitutionnel qui veut que pour que ce soit sanctionné comme un délit, il faut en réalité que la personne réponde à une demande qui lui a été faite et que la personne se présente comme étant dépositaire d'un savoir et donnant un renseignement sérieux. Mais par exemple, là, cet été, il s'est passé un truc quand même très choquant dont on a aussi très peu parlé, c'est que C8 a diffusé un film américain. Le fameux Unplanned. Une propagande anti-avortement et qui justement à cause de cette interprétation ne pouvait pas tomber sous le coup du délit d'entrave et qui a été diffusée avec le CSA qui a été saisi, qui a dit c'est pas mon boulot, les chaînes assument, et C8 qui a juste mis en bandeau en disant que ça n'engageait pas leur responsabilité et que ça appelait juste à réfléchir à la conséquence de l'acte. Voilà, ce qui déjà était un peu lourd quand même comme on peut contester, hein, enfin, mais, tout à fait. Et ça, pareil, je veux dire, personne ne s'en est ému. Il y a eu 3 articles. Alors on en a fait un sur Mademoiselle. J'ai regardé ce film et c'était horrible, je vous le précise quand même. 2 heures de ma vie perdue à jamais, vraiment. Ouais, et puis moi, je l'ai regardé, moi, je me suis dit, mais donc il montre un fœtus de quelques semaines qui se débat comme s'il savait ce qui allait lui arriver. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais si moi j'avais vécu ça la veille de mon avortement quand j'avais 16 ans, qu'est-ce que j'aurais fait ? C'est scandaleux. Et ça, en France, c'est possible. Oui, on peut le voir avec du recul en ayant des connaissances et voilà. Mais des personnes qui tombent dessus sans avoir forcément beaucoup d'informations ou être aussi en état de vulnérabilité à ce niveau-là, ça peut être complètement ravageur, effectivement. Ouais. Alexandra, tu voulais rebondir ? Et effectivement aussi, ce qui a été créé, en tout cas rendu obligatoire cette année, c'est le répertoire de professionnels de santé, parce qu'il faut savoir que finalement, la clause de conscience, certes, elle existe, mais ils ont l'obligation, tout professionnel de santé qui refuse de répondre à la demande d'IVG, d'orienter vers un autre professionnel de santé. Ouais. Ça, c'est une obligation. Et malheureusement, on parlait de manque d'accès à l'information. Il y a aussi le manque d'accès à l'information des professionnels de santé. Une dame qui cherche une sage-femme, un médecin généraliste ou une gynécologue qui pratique l'IVG, c'est difficile de trouver le nom, c'est difficile de trouver un répertoire fiable, encore une fois. Et donc là, depuis 2022, il y a l'obligation pour chaque région de créer un annuaire de professionnels de santé. Donc en Ile-de-France, c'est porté par le Révo, c'est IVG les adresses. Et donc ça, c'est vraiment des ressources, encore une fois, fiables qui permettent aux femmes de trouver l'information rapidement. Oui, justement, quelqu'un nous demandait dans le chat, je voyais...
quels sont les sites fiables du coup? Alors effectivement, il y a IVG les infos, le site du Révo que je vous invite à consulter, donc avec justement voilà, des possibilités d'avoir des adresses et d'avoir aussi des ressources toutes simples. Enfin voilà, c'est vrai que moi j'ai navigué tout à l'heure, ça permet d'avoir des petits questionnaires assez rapides. Enfin voilà, c'est quand même assez bien fait, ça permet d'avoir des infos très claires de manière assez efficace et sans avoir à se noyer dans une masse d'informations. Et d'avoir pile ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. ivg.gouv.fr aussi, oui, le site créé par Najat Vallaud-Belkacem. Et question sexualité également pour des questions qui concernent tout simplement la sexualité et notamment la contraception. Bien sûr. Où effectivement c'est un site ressource. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'on doit adresser aux jeunes filles, mais pas que. C'est-à-dire que les questions de contraception doivent aussi... Ça concerne tout le monde. Voilà, tout à fait. Ça devrait. Je balaye un petit peu les questions. Très bien. Tout le monde est encore très sage. Ça ne pose pas beaucoup de questions, mais n'hésitez pas, on vous attend, on vous attend. Oui, il y avait aussi, en parlant d'amélioration justement, des différents points de la loi portée par Alban Gaillot qui est passée cet été, il y avait aussi la question de la téléconsultation, qui est une amélioration aussi finalement qu'on doit aux circonstances du confinement. Mais justement, ça fait partie aussi des points d'amélioration que tu repères aussi aujourd'hui. Effectivement, la téléconsultation est vraiment un plus énorme pour les femmes. Ça permet pour tout le parcours IVG puisse être fait en téléconsultation. Et ça, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui permet aux femmes d'avoir encore plus accès à l'IVG et quel que soit leur territoire. Ouais. Mais ça nécessite également de former les professionnels de santé à la téléconsultation pour l'IVG. Et ça, ils ne le sont pas encore. Et ils ne le sont pas encore. Donc, c'est également tout le travail des structures comme le Révo de former les professionnels de santé à l'utilisation de la téléconsultation pour le parcours IVG. Ouais. Et vous êtes aussi en lien directement avec les patientes, par les sites d'information, j'imagine, mais est-ce que vous faites de l'accompagnement directement avec les patientes, par exemple ? Alors, nous, on ne fait pas d'accompagnement, on ne fait pas de conseils éventuellement médical. Par contre, effectivement, sur les réseaux sociaux, on est très souvent sollicité, soit pour nous remercier tout simplement des informations qu'on véhicule, ou pour poser des questions sur le parcours IVG ou sur des situations que les femmes vivent, effectivement. Ouais. D'accord, très bien. Alors, il y avait d'autres questions qui nous sont parvenues avant le live que je vais vous transmettre. On avait une personne qui se demandait, alors elle n'a pas précisé si elle pensait aux États-Unis ou en France. J'imagine que c'est aux États-Unis au vu de l'actualité. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'observer une augmentation dans les demandes de procédures type ligature des trompes dans les prochains mois ? Est-ce qu'une restriction drastique de l'IVG peut provoquer derrière ce genre d'augmentation ? J'avoue que je ne sais pas. Je n'ai rien lu allant en ce sens. C'est difficile de savoir. Ce qu'on sait quand même avec la loi qui est passée au Texas qui interdit l'avortement après 6 semaines, c'est qu'il y a eu une explosion de commandes par la poste de pilules abortives. Tout à fait. Et ça, c'est permis aussi par notamment les téléconsultations et puis la FDA, la Federal Food Drug Administration, Administration. J'ai arrivé, reconnaît la pilule abortive comme étant un médicament sur la liste autorisée. Et donc ça défragilise bien sûr un petit peu l'accès à l'avortement. On a vu ça. Ça facilite un petit peu. Ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, comme partout dans le monde, en fait, l'interdiction de l'avortement ne fait pas baisser le taux d'avortement, il fait juste baisser le taux d'avortement safe. Mais les femmes qui veulent avorter, elles avorteront toujours. Donc, oui, ça va donner aussi beaucoup de latitude à toutes sortes de charlataneries. De gens qui vont proposer aux femmes des services, des faux médicaments, des fausses pilules abortives, des avortements clandestins. Enfin, le risque, il est là. C'est-à-dire que les femmes qui n'auront pas les moyens, comme partout dans le monde et en France jusqu'en 1974, les femmes qui n'auront pas les moyens seront plus potentiellement victimes de
de risques sanitaires, voire de mort. Il y aura des femmes vont mourir à cause de cette décision de la Cour suprême, c'est clair et net. Et des femmes, les femmes qui auront les moyens, ils iront dans un autre État, voire au Canada ou ailleurs. Oui, parce qu'il y a cet enjeu aussi d'avoir les moyens, et qui va être touché en premier aussi par ce genre de loi. Les femmes pauvres, et les femmes pauvres notamment issues des minorités ethniques, comme par hasard. C'est les plus fragiles, toujours. Ça rejoint aussi un plan réactionnaire, en général motivé par aussi des biais racistes. Oui, alors il y a de ça. Il y a aussi le fantasme que, comme l'Amérique blanche est en train de disparaître, ce qui est vrai, c'est-à-dire d'ici 2045, les Blancs d'origine européenne seront minoritaires aux États-Unis. Pour une partie de la population, c'est une évolution qui est absolument terrifiante. Et donc, il y a ce fantasme qu'on retrouve aussi en Pologne, d'ailleurs, quand on voit les argumentaires des dirigeants polonais, qu'en interdisant l'avortement, les femmes blanches feront plus d'enfants, et ça permettra de pallier, dans un cas, les arrivées de migrants. D'accord, une politique Pologne, nataliste derrière une restriction. Voilà, le fantasme. Donc, effectivement, ça rejoint l'imaginaire raciste. Bien sûr. Je fais une petite aparté aussi, parce que je vois qu'on parle de l'âge à laquelle on peut avoir recours à l'IVG en France. Il n'y a pas d'âge. Voilà, je pense que c'est bien de le ramener, parce que je vois que c'est un petit peu en train de s'écharper. Et oui, qu'on peut même les personnes mineures peuvent avorter. Donc oui, c'est bien de le savoir. J'imagine que c'est bien de le rappeler du coup. Et c'est bien aussi de rappeler que une jeune femme mineure n'a pas besoin d'être accompagnée par un proche de sa famille. Tout cela se fait dans la plus totale confidentialité. Et elle peut être accompagnée par même une amie, même quelqu'un de son entourage sans lien avec sa famille. Et encore une fois, tout est anonymisé pour que la famille ne soit pas au courant. Bien sûr. Donc, exactement, sans l'autorisation non plus. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge. Et alors, la personne ne parlait pas de l'IVG, mais parlait de la ligature des trompes. Alors ça, en termes d'âge, c'est un petit peu différent, évidemment. Alors, effectivement, en France, la contraception définitive, c'est pour les femmes majeures, mais il n'y a aucune influence par rapport au nombre d'enfants ou au statut marital. Une femme célibataire de 25 ans peut prétendre à la contraception définitive, si c'est son choix. Ouais. Dans les faits, elle peut rencontrer des difficultés. Ça peut... Effectivement, en France, il y a environ 50 000 femmes chaque année qui ont recours à cette contraception, et elle est encore peu connue aussi. C'est-à-dire que probablement que s'il y avait plus d'informations sur cette contraception-là, plusieurs femmes, en tout cas plus de femmes s'y intéresseront effectivement. Et juste sauf erreur, je crois, alors il y a un troisième cas qui m'échappe, mais c'est le deuxième cas dans lequel il y a une double clause de conscience de la part des médecins. Donc en fait, dès que ça touche la capacité reproductive des femmes, au corps des femmes, leur libre arbitre aussi, leur choix. Qui s'agite c'est compliqué, c'est toujours compliqué. De façon assez immédiate et qui fait qu'il y a une double clause de conscience. C'est pareil pour la vasectomie ou pas ? Il y a besoin de deux. Si, pour la vasectomie aussi. Il y a deux. Si, c'est pareil. Mais il y a que 3 cas. Le troisième m'a échappé, mais c'est pas. On a vu beaucoup ce slogan dans les manifestations de si vous êtes à ce point contre l'IVG, faites donc une vasectomie. Voilà, c'est plutôt un bon slogan, je trouve. si vraiment vous y tenez. Quelqu'un qui demande quelles sont les conditions pour l'IVG. Il n'y a pas de conditions. En France... C'est exactement. Il n'y a pas de condition. En France, elle peut avoir le choix sur 2 méthodes, soit la méthode médicamenteuse ou la méthode instrumentale. Il y a juste le terme de la grossesse où en France, c'est jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Aménorrhée, ça veut dire depuis les dernières règles, donc 14 semaines de grossesse. Il faut savoir qu'en Europe, plusieurs pays vont au-delà, en Belgique notamment ou aux Pays-Bas. Et avant le vote de la loi pour allonger le délai de 14 à 16 semaines d'aménorrhée, donc en 2022, il y avait environ 3 000 à 5 000 femmes qui partaient à l'étranger pour avoir recours à l'IVG parce qu'elles avaient dépassé le délai autorisé en France. On voit encore que cette question du délai, elle a été un petit peu...
elle n'a pas été si facile à faire passer. Il y a encore des, on va dire des frilosités chez certains camps politiques justement sur cette question. Il y a eu beaucoup de contestations. Sandra, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Il y a eu beaucoup de contestations de la part du monde politique, de la part des médecins. Je veux dire, il y a Raphaël Nizan qui s'est quand même beaucoup prononcé dessus, qui disait qu'il était contre. Mais moi, surtout, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'opposition, c'était une des raisons qui était apportée notamment par le docteur Nizan. En fait, il prétendait que, d'ailleurs plusieurs médecins disent que ça n'est pas vrai, mais que quand on avorte entre 12 et 14 semaines, la femme courait plus de danger. Et en général, il s'arrêtait sans expliquer quel était le danger qu'elle courait. Puis c'est un peu c'est un peu un argument. Oui, mais surtout quand on sait de quel danger il parle, parce qu'il y a quand même 2-3 articles dans lesquels il s'est prononcé. Le danger, c'est pas un danger pour sa vie, c'est qu'elle risquerait éventuellement dans sa vie future de faire plus de fausses couches. D'accord. Donc en réalité, sa préoccupation, c'était simplement de conserver la capacité reproductive des femmes dans l'avenir. En fait, c'est ça qu'il était en train de nous dire. C'est que ça, le danger. Il valait mieux sacrifier une femme, qu'elle ne puisse pas avorter, pour préserver sa capacité à faire des enfants dans le futur. Mais qu'est-ce qui lui dit que cette femme, dans le futur, voudra des enfants? Qu'est-ce qui lui dit que dans la balance, elle préférera pas prendre le risque si elle veut absolument pas de cet enfant à ce moment-là? Pourquoi ne pas l'informer peut-être des risques? Ne pas lui laisser le choix. Admettons lui proposer, lui donner les informations pour qu'elle fasse son choix. Mais en réalité, on se rend compte que finalement, derrière tout ça, il y a toujours quand même l'idée de la femme doit faire des enfants. Et c'est ce qu'il faut qu'on protège avant tout. Oui, bien sûr. Merci pour cette question. Cette personne... Très bien, parfait. La personne doit y aller, mais en tout cas, elle était très satisfaite de sa réponse. Oui, je revenais sur un petit peu, on a parlé des oppositions justement qui avaient eu lieu pendant l'examen de la proposition de loi d'Alban Gaillot. Voilà, il y a eu aussi effectivement récemment, enfin même pas récemment, mais cette semaine, l'arrivée des députés RN à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut craindre, d'après vous, justement, de certains de ces députés qui ont eu des positions, certaines un petit peu anciennes et d'autres pas du tout anciennes, justement, sur la question du déremboursement, par exemple, de l'IVG. Certaines députées ne cachent pas que elles auraient soutenu Marine Le Pen en cas de proposition sur le déremboursement, justement. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, cette idée de dérembourser l'IVG et qu'est-ce qu'on peut craindre de ça? Ce qu'on voit dans des exécutifs locaux, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, quand les subventions qui dépendent des conseils départementaux et régionaux sont soumises aux décisions politiques. Donc, on sait que les subventions au planning familial dans certains exécutifs locaux ont été supprimées ou fortement réduites. En fonction de la couleur politique, donc RN, mais aussi les Républicains. Ça va être très intéressant parce qu'il y a une interview de Nona Meyer dans Libération, la chercheuse Nona Meyer, qui dit que sur les sujets de société et notamment sur ces questions de droits individuels, donc l'avortement et puis les droits des femmes d'une manière générale et puis les droits des minorités, etc., le RN va nécessairement à minima s'exprimer, voire porter des PPL, des propositions de loi. Et donc, ça va remettre au centre du jeu des rhétoriques, des récits réactionnaires, antiféministes, dont on va voir qui les relaie aussi. C'est-à-dire, dans l'hémicycle, il va y avoir aussi peut-être... des proximités avec les Républicains, avec une droite conservatrice. En fonction des compromis qu'il faut faire sur d'autres choses. Bon, comme ils n'ont pas la majorité, mais enfin 89 députés, ça pose quand même question sans la proportionnelle. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un risque de banalisation d'un certain nombre de discours dans une atmosphère qui est un peu... dont on a un certain nombre d'indicateurs
de gifles anti-MeToo quand même. C'est-à-dire, bon, il y a des livres qui sortent pour dire que le féminisme, vous nous agacez avec vos bouquins sur le féminisme. Et d'ailleurs, moi, je ne veux pas partager les étals de librairie avec les féministes, donc je sors un livre, Emmanuel Todd, pour ne pas le citer, pour dire que, bon, j'ai rien lu sur le féminisme, mais j'ai un avis dessus. Et de toute façon, mon problème, c'est que j'ai pas envie de partager les étals de librairie. Et tous les médias m'invitent pour dire que ma parole est muselée. Enfin, voilà. La fameuse cancel culture. Voilà, enfin bon, c'est marrant d'inviter quelqu'un qui est invité dans tous les médias pour dire qu'il peut pas parler parce que les féministes lui confisquent la parole. Mais ça, c'est pas anecdotique, c'est un ensemble de petites choses comme ça dans un contexte un peu de revanche de MeToo. Et je crois qu'il faut prendre ça en compte dans le climat politique qu'on va peut-être voir à l'Assemblée. Et puis c'est des gens qui vont aller encore plus dans les médias mainstream pour s'exprimer, qui vont avoir etc., une capacité d'expression. Qui vont embaucher des équipes d'assistants parlementaires. Donc ça va former des futures générations d'hommes et de femmes politiques d'extrême droite. Enfin bon, voilà. Et sur ces sujets de société, mais qui sont aussi des sujets économiques. Ces sujets de société, c'est aussi des sujets économiques. C'est la place des femmes dans le monde du travail. C'est dans le RN, il y a quand même un historique que le travail des femmes, c'est un problème parce que si les femmes ne travaillent pas, il y aura moins de chômage. Enfin, et on a aussi cette idée-là sur le refus de lutter contre les stéréotypes de genre, le refus de lutter contre les violences faites aux femmes. Enfin bon, voilà, c'est toute cette rhétorique-là qui s'inscrit aussi dans un contexte de revanche sur le féminisme qui visiblement fait peur à beaucoup de gens. C'est des choses qu'on a vues aussi notamment chez les députés européens du Rassemblement national qui sont de manière systématique contre le rapport Estrella, contre un certain nombre les avancées en faveur des droits des femmes et des minorités aussi, parce que c'est la même logique. Justement, oui, je vais revenir sur cette question du déremboursement symboliquement. Ça veut dire quoi, dérembourser l'IVG aussi? On parlait justement de difficultés d'accès, mais dérembourser, pourquoi c'est pas anodin? Je sais pas laquelle d'entre vous. Pénaliser les femmes, en fait. Pénaliser plus l'accès. En fait, ça dépendra de tes revenus et de la possibilité. Et puis, je pense que si ils déremboursent, ils vont aussi déplafonner parallèlement les. Oui, il pourrait y avoir des débordements de il faut savoir qu'effectivement, actuellement, c'est remboursé à 100%. Ouais. D'accord. C'est bien de le rappeler aussi. On parlait des conditions tout à l'heure. Mais... Exactement, parce que malheureusement, encore certains professionnels de santé font des dépassements d'honoraires sur le parcours IVG, alors que c'est interdit. Et donc effectivement, ça c'est bien de le rappeler. Et effectivement, si un jour c'est déremboursé, ça créera des inégalités et il y aura peut-être cette notion de on punit la femme qui aura recours à l'IVG. Ouais. Donc c'est la porte ouverte au déremboursement de plein d'autres choses, de santé gynécologique en général. Parce que on n'a peut-être pas assez parlé de ça, mais c'est une question de santé aussi. Hein. Parfois, on avorte pour sauver sa vie. Bien sûr. Les grossesses extra-utérines, vous en parlerez mieux que moi, mais il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on avorte pour des raisons médicales. Donc, c'est toute la santé gynécologique qui est en jeu. Déjà que la situation de la gynécologie en France n'est pas très bonne. C'est ça aussi qu'il y a derrière. C'est... empêcher les femmes d'avoir accès à ce à quoi elles ont droit d'une manière générale et contrôler, etc. Ouais. Justement, tu évoquais la mauvaise santé de la gynécologie en France. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être quelques mots sur le fait que c'est un secteur médical qui est un peu... Effectivement, les soins primaires gynécologiques, il y a un rapport du Sénat qui est sorti, je crois, en 2019, qui déjà alertait le fait que les femmes n'avaient pas recours à des professionnels de santé pour les soins primaires. Donc, tout ce qui est dépistage des cancers, la contraception, effectivement, le fait de maîtriser sa fertilité, l'IVG également. Et donc ça c'est effectivement un gros problème parce que il y a une vraie différence entre les soins primaires gynécologiques et les soins primaires que éventuellement les hommes pourraient avoir droit. Donc ça c'est un vrai problème. Ouais. Il y a une grosse méconnaissance, je crois, de la santé gynécologique. On le voit aux États-Unis, la droite américaine, elle est complètement larguée. Sur ces questions-là, quand on voit encore des élus qui disent de toute façon en cas de viol, le corps de la femme bloque la fécondation. Enfin bon,
ce genre de choses. C'est de la pensée magique, ça, presque. Il y a des stéréotypes sur le corps de la femme aussi, beaucoup de stéréotypes. Lorsqu'une femme se plaint d'une douleur, elle peut très vite être étiquetée, ou en tout cas, la douleur n'est pas forcément considérée que si c'était un homme. Et ça, effectivement, c'est un fait et ça a été révélé l'endométriose, par exemple. Oui, exactement. Oui, qui est quand même une maladie dont on parle plus aujourd'hui, mais qui a longtemps été complètement passée sous silence et tabou et complètement minimisée aussi, quoi. Une question qu'on a reçue avant le live, pour revenir un petit peu aux États-Unis, comment on fait pour aider, soutenir les Américaines ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller manifester. Ça compte quand même. Ça compte symboliquement. Les images, ça compte. Il y a de la solidarité internationale. On peut envoyer des fonds. On peut écrire, on peut s'exprimer, on peut faire des Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que mine de rien, ça crée aussi un climat de résistance. Donc ça aussi, ça compte, ça donne de l'espoir peut-être. Bien sûr, ça compte. Et ça a du poids aussi sur les politiques qui votent les lois au niveau local. S'ils voient ces grandes manifestations de femmes et on espère de plus en plus d'hommes, ça veut dire qu'il y a une demande sociale pour ça et que ça encourage les gens à manifester dans le pays même et à aller faire du lobbying auprès de leurs politiques pour qu'ils votent. En novembre, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Joe Biden y a fait allusion récemment. C'est-à-dire que ces élections législatives, l'intégralité de la Chambre des représentants, un peu comme notre Assemblée nationale, un tiers du Sénat sont renouvelés. Et puis, il y a beaucoup d'élections locales. Et comme c'est des sujets qui vont se passer au niveau local, eh bien, les démocrates encouragent notamment les femmes à aller voter pour que se mettent en place ou soient renouvelés des exécutifs et des gouverneurs démocrates qui pourront dévoter les lois, renverser des lois en cours ou mettre le veto pour les gouverneurs à des lois. On pense à la Géorgie, par exemple, avec le cas de Stacey Abrams qui postule au poste de gouverneur. Tu penses que justement, ça va être un sujet dans les midterms, la question de l'avortement, justement, après cette décision ? Ça va être un sujet, mais jusqu'à quel point, c'est difficile à dire parce que traditionnellement, les midterms sont défavorables au président en place. Là, il est assez impopulaire pour les questions d'inflation, etc. Mais les midterms de 2018 elles avaient été désastreuses pour Donald Trump, notamment en raison de l'énorme mobilisation des femmes. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'était contre le président en place. On verra là si... Mais peut-être que ça peut jouer en sens inverse. Si les femmes se mobilisent en masse pour aller voter, ça peut jouer. Donc ça va être intéressant d'observer ça. On nous a demandé aussi, est-ce qu'on peut faire des dons de pilules le lendemain ? Envoyer un petit collier aux États-Unis, au Planned Parenthood des États, de certains États. Je ne sais pas si... Faites des dons peut-être. Je suis pas sûre qu'il manque je crois pas qu'il manque de médicaments. C'est plus après les facilités pour s'en procurer. Donc l'argent est plus utile à mon avis pour faciliter les circuits de distribution. Parce qu'envoyer des médicaments, ça va faciliter avec le trafic et tout, ça doit être quand même assez contrôlé. J'imagine. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup. Voilà, l'actualité a fait qu'on a parlé des États-Unis, mais c'est vrai que il s'est passé des choses similaires. Proche de nous en Europe, par exemple en Pologne, et c'est vrai que y a eu un élan, mais on a l'impression que le choc, la perception est un petit peu différente quand ça vient des États-Unis. Il y a encore une espèce d'influence américaine. Oui, parce que c'est le pays qui se prétend la première démocratie au monde. Et puis évidemment, c'est un pays très, très puissant quand même, avec une influence grande dans le monde. Mais en Pologne, il y a eu quand même pas mal de mobilisations. On en parle un peu moins, mais quand même, la solidarité féministe européenne est très forte. Notamment du côté des manifestantes, des associations des militantes, mais aussi du côté des associations de médecins, des ONG, etc. Ce qu'on constate en Pologne, je disais un certain nombre de tweets d'associations ces derniers jours justement, qui disent que les médecins ont tellement peur d'être poursuivis pour avortement qu'ils hésitent par exemple à soigner des femmes en chimiothérapie, de peur que ça n'affecte le fœtus. On arrive à des choses comme ça. Et le problème qui se pose, un autre problème qui se pose. Donc on voit que ça a quand même des conséquences. C'est un effet. L'onde de choc, elle est là aussi. Toute la santé et la vie des femmes est en danger comme ça. Ça se diffuse. La Pologne est confrontée à un afflux important de réfugiés venus d'Ukraine.
notamment de femmes qui ont été violées par des soldats russes. Aux surprises, il y a des viols de guerre. Et donc, elles ont énormément de mal, quand elles ont été violées et qu'elles sont enceintes, de trouver un moyen d'avorter en Pologne. Donc elles arrivent déjà, elles sont réfugiées, elles arrivent dans un pays et on leur dit « Ah non, c'est interdit ». Donc les associations, les ONG, les Médecins sans frontières, etc., les aident pour aller dans un autre pays. Enfin bon, c'est des effets de chaîne complètement dramatiques, quoi. Il y a une solidarité, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une solidarité et que les gens s'organisent. Les femmes sont aidées, mais il faut en passer par d'énormes efforts pour contourner les lois. On approche tranquillement de la fin du live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, Marie-Cécile, mais justement, je voulais un peu avoir votre avis à toutes les trois sur le moment un peu étrange qu'on vit avec le mot de backlash qui revient régulièrement, la question du retour de bâton et de bientôt 5 ans après MeToo et les 5 années assez importantes d'un point de vue de lutte pour les droits des femmes qu'on a vécu. Est-ce que vous avez l'impression de vivre un backlash, vous, justement, à travers cette décision de la Cour suprême, mais pas que, aussi en France, à différents niveaux? La décision de la Cour suprême, c'est en partie un backlash, mais c'est quand même un processus très long depuis les années 80 de remise en question du droit à l'avortement. Donc il faut... peut-être que le contexte aussi, c'est vrai, a aidé les juges conservateurs à prendre cette décision-là. Et d'ailleurs, dans le juge... Alito, Samuel Alito, il est un peu ironique, dans le brouillon en tout cas qui avait fuité, il était assez ironique sur le fait que si les femmes veulent se défendre, elles pourront toujours se mobiliser. Donc il y avait un côté un peu... Il y a quand même des allusions à MeToo, etc. Mais c'est quand même un travail de longue haleine qui n'arrive pas avec Trump, même si ça a été facilité par Trump. Oui, le backlash, il est là. On voit bien, que je disais tout à l'heure, sur un peu les réactions masculinistes, dans le sens vraiment anti-féministe, anti-droit, anti-égalité, elles sont là. Il y a une libération de cette parole aussi, anti-féministe. Et la violence des réactions à MeToo, elle est quand même, on est quand même un peu surprise par cette violence-là, dans notre pays et ailleurs. Il y a la résistance très forte à refuser de partager, quoi. C'est ça que je vois, moi, dans mon environnement immédiat, ou dans les écosystèmes dans lesquels j'évolue, dans ce que je vois, dans ce que je lis, dans ce que j'observe. Il y a une très forte résistance qui s'exprime à partager le pouvoir, la place, l'espace, l'argent, les métiers. Questionner les inégalités, déjà, questionner de base. Les inégalités, voilà, la remise en cause de privilèges que beaucoup ne voient pas comme des privilèges, mais comme un dû. Un ordre naturel. C'est très frappant. Et donc, les violences faites aux femmes, c'est un continuum. Ça commence par la violence symbolique et l'insulte, et ça se finit en crime. Ça se finit en meurtre, en assassinat. Et sans parler... sans parler du backlash, il y a quand même une très forte lenteur à lutter contre les violences faites aux femmes, y compris en France. Je dirais, la fameuse grande cause du quinquennat. Voilà, la lutte contre les féminicides, franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Sandra, sur cet enjeu du backlash. Je partage totalement cette opinion. Et puis on sent effectivement ce que tu disais sur Emmanuel Todd, cette espèce de rhétorique de on peut plus rien dire, on peut pas parler, elles prennent toute la place et on n'entend que ça toute la journée. C'est juste pas que tu peux rien dire, c'est que maintenant on te répond. C'est juste ça. Mais oui, on l'entend et puis on sent une espèce de comme ça de rhétorique, du ras-le-bol, encore vous, encore ça, encore le sujet. Bon, là sur l'avortement, c'est effectivement le nombre de chocs est tellement énorme que personne, je pense, va oser être cynique là-dessus ou en parler comme ça. Mais oui, sur tout le reste, sur les féminicides, effectivement, qui ne cessent d'être constants ou d'augmenter d'année en année, alors que maintenant, ils sont décomptés très clairement par les associations féministes qui, tous les mois, viennent brandir les chiffres. Il ne se passe rien. Donc, oui, effectivement, tout ça ne bouge pas. Et puis, on sent que la résistance...
s'organise un petit peu. Ouais. Et s'il y a une résistance, c'est parce que ça progresse en faveur des droits, je pense. C'est-à-dire que si vraiment le féminisme ne progressait pas dans ses effets, il n'occasionnerait pas ses peurs et ses tentatives de résistance. Je crois que globalement, quand même, les choses s'améliorent. Ouais. Et on parlait tout à l'heure des jeunes générations. Enfin, moi, je ne vais pas trop parler en termes de génération parce que c'est très différent d'une classe sociale à l'autre, d'un capital culturel à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais quand même, il y a un seuil de tolérance aux violences qui est très faible dans une partie importante des gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Et donc, les hommes vieillissants qui sont encore au pouvoir et qui refusent de partager le pouvoir n'ont pas encore compris la vague, que ça, le tsunami qui va leur arriver. Ou peut-être ils l'ont compris et justement ils serrent les rangs un petit peu dans leur dernière force. Mais il y a quand même... Bon, après, il faut voir qui détient les leviers du pouvoir. C'est comme aux États-Unis, qui détient les leviers du pouvoir. Dans nos pays, c'est encore toujours les boys clubs qui détiennent la plupart des leviers du pouvoir, même si ça change. Donc il faut manifester, c'est bien. Aller voter, c'est bien aussi parce que ça permet de prendre le pouvoir. De renouveler un petit peu ces classes... Petit moment civique. Et Alexandra, justement, qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée du backlash, justement de résistance aussi en face qui se mobilise? Effectivement, on voit que finalement rien n'est acquis, et d'autant plus pour les droits des femmes. Et c'est vrai qu'on parle de résistance et il y a peut-être effectivement une certaine sororité qui s'installe pour l'entraide, pour vraiment faire en sorte que ces femmes-là ne se sentent pas seules. Mais il faut savoir que le droit à l'IVG, dans plusieurs pays au monde, c'est déjà interdit. Ce n'est pas que aux États-Unis, ça nous choque plus parce que c'est un pays dans lequel on peut éventuellement s'identifier. Oui. Mais il y a plein de pays dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Europe même, où il y a des tendances, voire des interdictions d'avorter. Donc malheureusement, rien n'est acquis. Justement, on n'en a pas parlé, mais la question de l'Amérique du Sud et des progrès qu'il y a eu dans certains pays d'Amérique du Sud, où effectivement on constate des progrès dans certaines parties du monde et en même temps des pays où on pensait que tout était acquis et qui soudainement font un bond en arrière et où tout le monde regarde ça de manière complètement hallucinée, quoi. C'est assez intéressant. Je répète un petit peu mes heures et mes jours de rassemblement et de manifestation à Metz, à Paris, à Grenoble, à Brest, à Bordeaux, à La Roche-sur-Yon, pour ne citer que celle-là. Voilà, on va manifester, on va se rassembler pour justement soutenir les féministes et les associations féministes, voilà, qui vont lutter contre ce terrible retour en arrière aux États-Unis. Voilà, si vous voulez manifester votre solidarité, rapprochez-vous des assos féministes. Il y a les antennes locales du planning familial, il y a les antennes locales aussi de Nous Toutes, voilà, qui organisent un petit peu partout en France des rassemblements. Ça va se passer vendredi, samedi majoritairement. On arrive gentiment à la fin de ce live. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot les unes les autres sur un sujet qu'on n'a pas abordé ou un rappel ou quelque chose. Voilà, si vous aviez des petits ajouts à faire. Quand on attaque les droits des femmes, en fait, on attaque les droits humains en général. On attaque la démocratie. C'est vraiment des attaques contre l'état de droit, contre les acquis et contre la démocratie en général. Et d'ailleurs, ce sont des décisions qui souvent sont prises en confisquant le pouvoir démocratique, en le contournant, en utilisant tous les biais, toutes les failles juridiques qui permettent de contourner les décisions majoritaires, les décisions démocratiques. Et c'est la porte ouverte à la limitation d'autres droits. C'est pas juste un problème féminin, c'est un problème qui concerne tout le monde. Il faut le voir de manière un peu plus large. Et il faut absolument, je crois, ne pas séparer les questions de société comme si c'était secondaire par rapport aux questions économiques. Ouais, on a d'autres problèmes, on a l'inflation, on a le pouvoir d'achat, etc. Tout ça, c'est intrinsèquement lié. C'est intrinsèquement lié. C'est priver les femmes d'accès à l'éducation. C'est priver l'économie se privera. L'économie américaine, il y a des études qui sont sorties. L'économie américaine va se priver de compétences.
Elle marchera moins bien, l'économie américaine, à cause de cette décision-là. Il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, il y a des secteurs qui ont du mal à fonctionner parce qu'ils ont un manque de main-d'œuvre ou de compétences, mais ça va s'aggraver. Et ça va accroître les inégalités, ça va accroître la pauvreté et donc le malheur humain. Mais c'est aussi un fonctionnement des États qui sera moins bon. Donc ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. C'est une manière de voir les choses qu'on entend rarement en fait. Enfin, justement, c'est très juste la manière dont tu dis que c'est pas juste un petit problème de femme et c'est pas juste l'avortement. Finalement, c'est une question. Ça interroge la manière dont on fait société et dont on va faire société en fait. Il y a un article de Mary Ziegler dans The Atlantic, juriste spécialiste des questions d'avortement. Elle dit s'ils renversent Roe, ils peuvent tout renverser. Effectivement, c'est la porte ouverte à la remise en cause de tout autre type de droits et de contrôle social. Finalement, ça a passé, ils le font. They really did it. Beaucoup de gens le disent, ils l'ont fait. C'est la porte ouverte à la remise en cause de tout un autre type de droit parce que finalement, on commence par ça. Ouais. On commence par ça et ensuite, il y en aura d'autres. On va observer ça et donc... voilà. Et à nous d'être vigilantes aussi. D'être vigilante et de continuer à utiliser tous les moyens pour contester, pour se battre et ne pas négliger l'accès, j'insiste là-dessus, mais l'accès aux postes de pouvoir, au vote, au Parlement. On voit bien, quand on ne va pas voter, l'extrême droite entre en force et partout il y a des tentations fascistes dans les démocraties. Et le projet fasciste, c'est de prendre la démocratie et de plus jamais, de s'emparer de la démocratie, et de plus jamais rendre les rênes du pouvoir. Enfin, voilà, on avait aux États-Unis en ce moment. Et alors, je ne sais pas si vous avez regardé ce témoignage incroyable d'une ancienne membre du cabinet Trump hier soir, qui était en direct qui raconte les événements du Capitole. Oui. Et c'est vraiment une femme extrêmement courageuse qui va avoir énormément de problèmes. Enfin, elle va être la cible d'un... Juste peut-être en 2 mots ce qu'elle raconte de ce moment. Elle raconte la réaction de Trump au moment des émeutes du Capitole. Elle dit qu'il est entré dans une fureur parce que c'est... je vais parler de Donald Trump. Je n'ai pas pris de parler de Donald Trump, mais bon. Il est entré dans une fureur parce que ses services de sécurité lui ont interdit d'aller se joindre aux manifestants, aux insurrectionnistes qui ont quand même tué des gens dans le Capitole et qui ont voulu renverser le résultat des urnes. Et il a pris à la gorge son officier de sécurité pour prendre de force le volant et ils n'ont pas laissé faire. Et puis, c'était comme il est entré dans une rage folle. À la Maison-Blanche, il a renversé la table. Il y avait du ketchup sur les murs. J'aime bien ce détail du ketchup sur les murs. Enfin, c'est vraiment la masculinité toxique dans toute sa dimension archétypale. La colère non maîtrisée. Et c'est une femme qui est en train de faire basculer peut-être la commission d'enquête sur le Capitole. C'est une femme de 25 ans extrêmement courageuse. Et je trouve que c'est hyper symbolique, voir qu'il y a une résistance aux tentations fascistes portées par des masculinistes. Cette image, elle est forte. Bon, voilà, je me suis un peu égarée avec Trump, mais à chaque fois que je parle de Trump, je peux en parler longtemps. J'imagine. Mais ça, on n'avait pas encore parlé de Trump. En tout cas, très bon. On l'avait rapidement évoqué. Oui, mais voilà, mais Trump, c'est comme Bolsonaro, c'est comme Viktor Orban. Ce que je dis dans mon bouquin, c'est-à-dire ce sont des projets fascistes portés par une très très forte idéologie antiféministe. C'est un ressort de haine, de rancœur, de vouloir tout confisquer, garder le pouvoir, ne jamais le rendre par la violence. C'est aussi la violence sur l'environnement, c'est aussi la violence sur les plus fragiles, etc. Et la question des droits des femmes, c'est un point d'entrée chez tous ces dirigeants-là pour renverser la démocratie. Sandra, un petit mot pour la fin. Intéressant effectivement cette façon de voir les choses de manière globale et des effets de cette loi. Non, je pense que tout a été dit et puis surtout on a commencé par ça, mais il faut jamais l'oublier. C'est pas parce que l'avortement soit légal ou qu'il ne le soit pas, les femmes avorteront. C'est ça. Voilà. Tout à fait. La seule conséquence, c'est qu'il y en a qui laisseront leur peau et celles qui ont les moyens d'avorter dignement ne laisseront pas leur peau. Mais ça ne changera rien en réalité aux chiffres et au recours à l'avortement.
Oui, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que vraiment l'IVG, c'est un droit, qu'il faut continuer à se battre pour qu'il soit accessible à toutes, partout, notamment en France, sur n'importe quel territoire, et qu'il existe également des moyens d'information fiables, encore une fois, pour contrer la désinformation. Donc on citait ivg.gouv, IVG les infos, le répertoire IVG les adresses. Donc vraiment, à toutes les femmes, c'est votre droit, informez-vous, et voilà. Merci beaucoup encore à toutes les trois de nous avoir rejoints pour cette émission qui était passionnante. Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et aux questions du chat, qui a été plutôt sage, mais qui nous a fait quand même part de quelques interventions plutôt chouettes. C'est la fin de ce premier live Mad Prime, donc on a consacré au droit à l'IVG, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, pour aborder un peu plus en profondeur des points d'actualité qui se passent en France, mais qui se passent aussi à l'étranger. Je vais faire quelques petits remerciements, évidemment, parce que je n'étais pas toute seule ce soir pour cette émission. Merci beaucoup Chakam à la régie qui a assuré, merci à Inès pour toute la préparation, merci à Coralie aussi qui a, je ne l'ai pas encore vu, mais qui a, j'en suis sûre, géré un live tweet de folie, et qui gère tous les réseaux sociaux et qui a permis d'annoncer ce premier live. Merci à vous au chat pour toutes vos réactions, vos questions. Merci évidemment à toute l'équipe de Mademoiselle. Merci à la modération Chino et Ezoc qui étaient là ce soir. Et enfin, merci à Humanoid qui nous soutient évidemment dans chacun de ses projets sur Twitch. Pour ma part, je vous retrouve demain aussi sur Twitch évidemment, puisque c'est notre émission hebdomadaire Jeudi Tout, donc je serai là avec Chakam et je crois Anthony, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est rendez-vous demain midi où on parlera, je pense encore, c'est fort probable, du droit à l'IVG et de la décision de la révocation de Roe versus Wade. Voilà, évidemment, vu que c'est un peu le sujet du moment. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite.